nouvel épisode pour ce mois de juillet. On dit bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube en vidéo, ceux qui ne nous voient pas, mais qu'on salue aussi, qui nous entendent, qui nous écoutent en version audio sur les plateformes de streaming. Comme d'habitude, je suis avec mon pote Max. Comment ça va, Max ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très content d'être là de nouveau et je suis très content d'être là pour Pierre Lambert. C'est ça, on est avec Pierre Lambert. Donc Pierre, tu viens d'arriver de l'aéroport là. On aurait pu tourner à l'aéroport. Ouais, je pense qu'on aurait été bien là, dans un petit hall avec l'arrière-plan. Comment tu vas ? Ça va ? Très bien, très bien. Non, ça va, j'ai bien dormi. J'ai dû dormir 8 heures là, je suis au top. Merci de m'avoir. Donc tu vas nous dire où tu étais. Tu es photographe de voyage, d'aventure, tu es vidéaste, tu es youtubeur. Ah, ça fait beaucoup de casquettes. Comment tu décris ton job quand tu dois en parler Je sais pas, c'est un peu dur. Ça dépend de l'âge de la personne. Plus la personne est vieille et plus je dis je suis photographe. Et puis si la personne est jeune, je suis photographe, un peu youtubeur. Et si elle est très jeune, je dis je fais du YouTube. Comme ça, c'est très jeune, tu dis je suis sur TikTok aussi. Voilà, exactement. TikToker. Ah, bah tiens. Non, je rigole. Ah, c'est marrant de pouvoir. Ce serait drôle si tout le monde pouvait expliquer son job différemment selon la personne à qui tu parles. C'est vrai que c'est un avantage que tu as. Du coup, t'étais où là ? T'es rentré hier à Paris ? T'étais où ? J'étais où ? Où est-ce que j'étais hier ? Attends. À Chicago. Tu vois, on voit le jet lag. Non, j'ai bougé pas mal, on va dire, sur les dernières 72 heures. J'étais à Chicago hier. Avant-hier, j'étais un petit peu à Chicago et je venais juste d'arriver de Dubaï. Et avant, j'étais en Tanzanie. Et avant, j'étais sur une petite île au large de la Tanzanie. Donc, la même journée, même journée, entre guillemets, pour moi. Le même trip, ouais. Ouais, le même journey. Ouais, exactement. dans le même voyage, on est parti à 5h du mat' de Tanzanie. On a pris l'avion pour retourner sur le continent. Et après, on a repris un avion pour aller à Dubaï. Et puis de Dubaï, j'avais 13 heures d'escale. Après, j'avais un joli vol de 13h30 jusqu'à Chicago. Et 36 heures après, je reprenais le vol pour Paris. Ah ouais. Quel trip. Donc tu publies tous tes voyages. Alors c'est très marrant parce que moi je te suis sur Instagram, je te suis sur YouTube, sur ta chaîne principale. Et donc c'est la première fois que je t'entends parler français, je crois. Ah bon ? Ouais. Parce que du coup tu es français, tu vis à Chicago. Ouais. Et donc sur Instagram, sur YouTube, tu cibles une communauté internationale. Donc tu parles anglais. Ouais, à part sur la chaîne française où je parle français, mais il y a que tout ce qui est Insta. Ouais, c'est vrai que je suis tout le temps en anglais. Très rarement, il y a une story en français. Ouais, tu l'as lancé plus récemment, la chaîne française Ouais, un petit peu après le podcast, je crois. Ok. Donc, vers 2010, je crois, 2018. Mais je faisais qu'un épisode par-ci, par-là, en fait. Et puis, je garde... Enfin, la chaîne anglaise est vraiment régulière. La chaîne française est un peu de temps en temps, entre guillemets. Donc, dessus, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve tes voyages. Tu voyages pour quoi ? Pour faire des vidéos sur YouTube ? Ou est-ce que tu vas faire des commandes à l'étranger ? Ça va varier, en fait. Des fois, c'est juste grosse inspiration. Et je sais que les gens avec lesquels je vais shooter, ils sont bons. Et j'ai juste envie de partir avec eux, de faire un voyage, de shooter. Et de temps en temps, j'essaye d'allier ça avec, par exemple, il y a une NGO, une ONG avec laquelle, je sais pas, j'ai envie de partager un truc. Ou alors, dernièrement, dans le nord-ouest des États-Unis, c'était une commande pour un client qui a une société de mise en relation entre particuliers pour des vannes, genre le Airbnb pour des vannes. Et ça, c'était cool, quoi. C'est eux qui sont venus te chercher ou c'est quand même toi qui va démarcher encore Non, ça je savais. J'avais vu la société il y a 1 an et quelques. Et puis je m'étais dit, tiens, ce serait cool de bosser avec eux. On les avait recontactés. Donc tu leur dis, je passe à tel pays, tel moment. Vous êtes chaud de faire un truc et... Ça peut se passer comme ça. Là, j'avais un agent qui... je lui avais filé le contact. La société, elle s'est débrouillée pour nous trouver un contrat, en fait. D'accord, ok. Et puis après, on a shooté photos et vidéos pour eux. Et puis, c'était le principal, en fait. C'était pour eux. Et puis, moi, j'ai mis mes behind the scenes, tout ce qui est sur le terrain. Je sais pas, les coulisses, les backstage. Les coulisses, les backstage. Si tu peux dire des mots anglais, on a des auditeurs qui sont bilingues. Tu seras pardonné, on sait que tu vis à Chicago, tu fais des vidéos anglais, tu fais des vidéos en anglais. Les mecs, ils vont dire, mais ils commencent à faire des anglicismes. Mais en fait, tu parles français moins qu'anglais. Tu viens en France, quoi, 1 semaine, 2 semaines par an ? Ouais, pas très longtemps. Enfin, donc j'essaie de venir une fois tous les 6 mois. Direct. Ouais, j'essaie de venir une fois tous les 6 mois, ouais. Parce que j'ai la famille ici, donc c'est ça reste. Et puis avec le Covid, eux, ils peuvent pas venir. Ah ouais, donc c'est vrai que tu as ce souci de Covid. Ouais. Et alors justement, le Covid, moi, j'avais pas du tout pensé à en parler, mais toi, est-ce que tu te sens encore bloqué par le Covid ou ça va pour toi, tout est réglé par rapport à ce que ça peut bloquer dans ta profession ? Non, c'est pas bloqué. Je pense que le voyage, c'est juste un petit peu plus complexe de temps en temps. En fonction des destinations, si tu es vacciné ou pas, tu peux avoir plus d'étapes, genre récupérer les tests. Genre en Tanzanie et tout ça, c'était un petit peu plus... fallait bien organiser les choses.
Mais sinon, non. Ça va. Parce que je dis ça juste parce que je sais que tu as fait un podcast avec Karl Chakour, je pense qu'il y a 6 mois, ou je sais pas quand vous l'avez tourné, mais vous parliez de ce truc-là, de comment le Covid peut te bloquer ta créativité, comment essayer d'être créatif chez soi, etc. Et c'est marrant d'en reparler 6 mois après. Ouais, et puis lui, il galérait dans le sens où il était bien bloqué en fait chez lui. Il était resté pendant le confinement super bloqué. Et, au bout d'un moment, il a dit stop, il a déménagé de là où il était. Et puis, depuis, il voyage partout tout le temps. Il voyage, il profite quoi. Hop, bouge pas, je vais juste peut-être descendre un peu pour qu'on voit. Hop. Nice. Pour qu'on te voit à l'image. Caché derrière son micro. Qui était caché. J'avais peur. On a des bonnettes en plus, c'est on avait des filtres anti-pop. Ouais, ça nous cachait tout le visage. Pour moins se cacher et qu'on voit un peu plus nos bruits. Tu dis que tu voyages avec des gens en équipe. C'est des gens que tu trouves sur place ou tu dis t'as un crew sur le bon coin, je mets une petite annonce. Tu voyages avec qui? Tu voyages tout seul? Tu vas retrouver ta team sur place? Tu pars avec eux? C'est toujours la même ou est-ce que ça change de pays en pays? Ça change. En fait, ça va changer. Par exemple, j'ai quelques potes avec lesquels j'aime bien shooter, sur lesquels on va partir sur certains trips, genre Alex. On a fait plusieurs pays ensemble. On a fait le Japon, on a fait le Pacifique Nord-Ouest. Je crois qu'on en a fait d'autres, je ne me rappelle plus. Mais là, dernièrement, par exemple, en Tanzanie, c'était un créateur que je connaissais en fait depuis des années, que je suivais et puis j'avais vu 2 fois. Et il s'appelle Lost Leblanc, Christian Leblanc, c'est un travel blogger. Et on devait se voir à New York en fait, et il m'a dit tiens, je vais en Tanzanie si tu veux. Je suis à Dubaï là. Je fais tiens, si tu veux, je peux passer à Dubaï. Et je me suis dit pourquoi pas. Je suis jamais allé shooter. Et il fait en fait je vais en Tanzanie. Il fait si tu veux tu peux venir. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je fais ok. J'avais cru comprendre que c'était une opportunité. C'est la veille, je savais pas quoi. Voilà, c'est un peu au hasard. Incroyable ça. Pouf, c'est parti. En fait c'est des voyages qui s'organisent comme des soirées. À 20h on part chez un tel. Voilà, exactement. Ça vient en Tanzanie puis à Dubaï. Et du coup c'est pas limite plus savoureux d'avoir un voyage qui est pas prévu et d'avoir que des surprises? Si, franchement, moi j'aime bien. Ouais. Après, il y a des voyages, vaut mieux les organiser un petit peu. Tu vois, ça dépend. Si tu vas dans une ville ou comme ça, c'est facile. Mais des fois, je sais pas, c'est un équilibre. Et puis en fait, je suis pas très organisé à l'avance, on va dire. J'ai beaucoup de flexibilité en last minute. Okay. Ouais, tu vois ce que tu trouves sur place aussi et t'arranges ton voyage en fonction de... Ouais, et puis voilà, tu discutes avec un mec ou tu as un partenaire qui a envie de bosser avec nous. Du coup, ça te donne de la flexibilité. Et puis, je trouve que c'est agréable plutôt que d'avoir le truc complètement organisé. Ouais, et louper des opportunités comme celle-là. C'est clair. Exactement. Tu documentes du coup tous tes voyages, alors parfois en POV avec une GoPro, ce que tu as au niveau au niveau du thorax, au niveau du torse. Ouais. Donc on voit tes mains shooter, etc. Tu documentes tous tes voyages, tu essaies de documenter le plus possible, ou est-ce que tu te dis, ok, là on va travailler avec ce mec, on va faire des photos avec cette personne ou cette voiture pour telle marque, et du coup je vais le documenter pour une vidéo YouTube. J'essaie d'avoir une direction en fait, un petit peu quand je vais shooter, mais quand c'est des voyages comme ça, en général je shoote un peu tout et je réfléchis après. Juste parce que c'est plus simple, tu sais pas ce dont tu vas avoir besoin ou la storyline, comment tu veux l'orienter. Mais généralement, si c'est pour du contenu YouTube, c'est quand même mieux de savoir exactement, de se dire ok, je vais faire cette vidéo là avec ce contenu, parce que ça donne une direction vachement précise et ça marche mieux en général, plutôt que le truc olé olé. Mais ça va dépendre. Donc, j'essaie de faire un mix un peu aussi. Donc ça veut dire que des fois, tu shootes, mais sans avoir la GoPro, sans avoir tout l'attirail, juste en shootant comme ça pour le plaisir, tu fais une sortie. Ouais, ça m'arrive aussi. Ouais. Mais maintenant, j'essaie juste de documenter. J'essaie de mettre la GoPro autant que possible parce que il y a pas de il y a pas de friction en fait. Ça permet juste. Je fais mon truc, j'oublie la GoPro et puis voilà quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tout le process là, du coup, de tout ça, plus les cartes, plus la Narbox, etc., est-ce que c'est devenu un peu automatique ou est-ce que c'est encore une contrainte? C'est encore difficile, tu vois, pour ton esprit. La Narbox, peut-être pour ceux qui... Ouais, c'est une solution de backup. En fait, c'est une petite boîte qui te permet de backup tous tes fichiers sur le terrain et de brancher un autre disque dur, de les brancher. Donc l'allié du photoreporter, et voilà, pour ceux qui nous regardent, une Narbox maintenant, pour ceux qui nous voient en vidéo, ceux qui nous regardent en audio, tant pis pour vous. Et puis surtout, ça te permet de faire tes proxys aussi, si tu veux. Tu appuies sur un bouton et ça crée tous les proxys des vidéos qui sont dessus. Donc, ça peut faire énormément de choses. Tu peux même noter, noter, c'est ça que tu disais? Ouais, tu peux revoir toutes tes vidéos, toutes tes photos et faire des ratings directement, une étoile. Tu gagnes du temps avant même d'avoir mis les photos sur l'ordi, quoi. Ouais, donc je sais pas si t'es au restaurant, tu l'amènes, tu branches tes disques durs, tu fais ton backup et puis voilà, quoi. Ok. Et après.
Et du coup, tout ce process, il est rentré un petit peu dans ton esprit, c'est des automatismes maintenant, parce que je me dis, il y a tellement de trucs à oui penser. Et non. Oui, non. T'as toujours, je sais pas, il y a toujours un moment où ça part un peu à gauche. Genre l'autre jour, je me suis retrouvé à importer dans Lightroom par erreur. J'ai fait déplacer au lieu de copier et j'ai fait rechanger le nom. Et en fait, le nom, c'était pas le bon nom. Et du coup, ça a changé 1000 photos. Et du coup, j'ai essayé de revenir en arrière. Je pouvais pas parce que les fichiers avaient été déplacés. Il y avait plus originaux. Donc, aux photographes amateurs, ça arrive même aux meilleurs. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que j'avais un deuxième backup qui était intact. Donc, je backup tout en double tout le temps. Donc, ça m'aide. Ce serait quoi maintenant ta carrière de photographe et de vidéaste sans YouTube ? Est-ce que tu te vois... Tu vois quelle est la place de YouTube finalement Je prends des photos de gens qui ont le Covid. Il y a quelque part, en fait, même quand tu bosses pas pour YouTube, tu le documentes et tu essaies d'embarquer un peu les gens dans ce que tu fais. Voilà. Ouais. Si t'avais pas ça, est-ce qu'il te manquait quelque chose ou est-ce que tu as commencé peut-être... Mais j'ai commencé différemment à cette partie. Parce que moi, j'ai commencé en tant que photographe pro. Je me suis lancé en tant que photographe pro et je prenais des portraits dans Paris. Tout ce qui était couple, engagement, comment on dit, fiançailles, quelques mariages. Beaucoup de gens en fait, qui voyageaient à Paris, qui voulaient des portraits. C'était vraiment sympa. Tu vois. Moi, j'aimais bien les gens. Ils sont cool, ils sont détentes, tu t'amuses bien, tu prends des photos et ils sont super contents. Qu'à Paris, du coup, tu étais implanté à Paris. J'étais à Paris à l'époque. Ouais. T'avais pas encore la bougeotte ? Si, tout le temps, mais j'avais mon job d'ingénieur à Paris. Donc, comme je faisais la transition doucement, je suis allé là où j'étais, en fait. Okay. Mais le but, c'était vraiment d'aller... Et en fait, à travers les mariages, j'essayais de plus en plus de choper des mariages qui se faisaient à l'étranger, tu vois, ou alors des clients un petit peu internationaux. Ah ouais, t'as fait ça aussi. T'as fait des photos de couple, mais à l'étranger. Ouais. Par exemple, j'avais shooté des gens ici, et puis après, ils étaient je crois que je les avais revus à Taïwan. Je les avais capturés ça, où ils se mariaient là-bas. C'était pas moi, le photographe officiel, mais ils m'avaient laissé shooter leur mariage aussi. Comme ça, moi, ça me permettait d'avoir une expérience un petit peu là-bas. Et après, j'avais un client qui avait leur fiançailles à Paris. Et comme j'étais à New York en même temps, ils m'ont demandé de shooter leur mariage. D'accord. Donc, j'avais fait leur mariage, etc. Incroyable. Donc, et au fur et à mesure, en fait, tu crées un portfolio ou plutôt une base de clients internationaux. Et du coup, tu es content, tu peux bouger parce que leurs amis aussi. Ouais, ok. Du coup, après, il y a pas mal de réseautage, surtout pour les c'est du bouche à oreille, tout ça. Et c'est comme ça que s'est fait ta transition de photographe de mariage, photographe social, portrait, à Paris, vers photographe de voyage maintenant ou Non, la transition, elle s'est fait brute. Je suis parti de Paris et je suis arrivé à New York et du coup, j'avais plus aucun client portrait parce que j'avais mes clients locaux. Enfin, j'étais connu en tant que photographe parisien pour Paris. D'accord. Même si c'était international, c'était pour Paris. Du coup, quand j'étais à New York, en fait, j'ai pas relancé ça parce que j'avais lancé un autre business en même temps que j'étais devenu photographe, qui était une plateforme de réservation en ligne de photographes, genre Booking.com, Airbnb, mais pour photographes. Ce que tu avais développé toi ? Ouais. Ok. Donc, j'avais tout construit. Ouais. Tu l'as toujours ? Ok. Ça existe toujours ? Non, j'ai mis hors ligne maintenant. D'accord. Mais ça a marché pendant un moment. Et puis en fait, j'ai jamais trouvé les bonnes personnes pour m'aider en marketing et tout ça. Donc, pour rejoindre l'équipe. Donc, je faisais ça tout seul pendant un moment et j'étais pas mal focus là-dessus à New York. Et au bout d'un moment, j'avais perdu un peu l'aspect créatif shoot parce que je passais mon temps à faire du marketing ou du code. Et j'ai fait, bon, vas-y, je vais faire un truc. Et puis à New York, j'ai découvert ce que c'était les vlogs et YouTube. Je savais pas qu'il y avait d'autres choses que des chats et des photos, et des tutos Photoshop, moi, sur YouTube à l'époque. Et là, on parle de quelle année, là ? 2016. 2016. Ah, donc c'est pas si loin. Hein. Okay. Ouais. Et du coup, je me suis lancé à faire des vlogs un peu tout naze parce que j'avais jamais pris de vidéo de ma vie. Donc, dès que tu es arrivé à New York, en fait ? Bon, 6 mois après. Ok. Ouais. Et tu documentais ce que tu faisais en tant que... Ouais, c'était très ennuyeux. Ouais. J'étais là avec une GoPro, avec mon Nikon D750, en appuyant sur Rec, le truc qui focus jamais bien. À l'époque, c'est un super appareil photo et terrible en vidéo. Tu peux pas... Ouais, non, c'est clair. Et puis j'ai fait ça tous les jours pendant 6 mois. Et puis après, j'ai fait, OK, bon, soit faut que j'arrête là, ou soit faut que j'ai un peu de stratégie dans le truc, parce que c'était sympa, mais là, je perds du temps, entre guillemets. Et est-ce que c'est t'entourer de gens qui faisaient ça qui t'a fait améliorer, ou est-ce que tu t'es renseigné sur Internet pour la config, pour te dire comment je vais améliorer mes vidéos Internet, ça aide pas mal là-dessus. De ce côté-là, tu vois des exemples. Du coup, après, tu cherches à émuler. Okay. Mais après, au niveau support, un petit peu moral et voir ce qui est possible aussi, c'est cool de s'entourer et de commencer à avoir d'autres créateurs qui sont un peu à ton niveau, ou juste un peu, tu vois, 6 mois en avance. Comme ça te permet de te dire un petit peu ce qui est possible.
Parce que si tu regardes les mecs qui ont 5 millions d'abonnés, tu vois, c'est un petit peu dur de. Quoi que t'es pas. Quand t'es à 100 abonnés, t'es là, ouais, jamais. Donc, c'est un mec qui a 4000, tu penses que c'est un dieu déjà, tu vois. C'est pas mal suivi, toi, sur YouTube. Je crois que t'approches le demi-million, là. T'approches les 500 000. 500 000, ouais. C'est ça. Donc, t'es quand même vachement bien suivi. Ça s'est fait d'un coup. Ouais, du jour au lendemain. Non, mais parfois. Instant success. Tu te réveilles un matin et tu. Exactement. Non, mais parfois, il y a une vidéo, je sais que ça s'est arrivé. J'ai parlé un peu avec des gens pour qui c'est arrivé. Ils ont fait une ou deux vidéos qui les a propulsés. Et du coup, ils se sont dit, waouh. Ils ont continué dans cette voie-là, ou est-ce que toi, ça s'est fait petit à petit Non, c'est plus petit à petit, parce que la chaîne, je l'ai lancée en 2017, je crois. 2017, à la chaîne photo en anglais. Tu me regardes avec un. Comme si tu voulais une approbation, je sais pas. Si tu sais pas, je sais pas. En fait, c'est pas toi, je regarde derrière dans mon cerveau. Il est un petit peu là-bas. Il est à l'aéroport. Tu vois. Et du coup, j'ai lancé ça je crois, en novembre 2017. Ou février. Et après, 2018. En fait, je sais plus du tout. Non, parce que j'ai lancé cette chaîne et après, j'ai lancé celle en français. Okay. Mais enfin, j'avais un paquet de vidéos. Et après, ça prend de l'audience par petits pics, c'est ça? Enfin, je suppose qu'il y a des vidéos qui marchent un peu mieux que d'autres et qui te font qui diffusent sur d'autres vidéos, etc. En général, tu as 20% des vidéos qui te ramènent 80% de tes abonnés à peu près. Mais les autres vidéos... mini effet de buzz et puis ça diffuse parce que les gens, quand toi, tu découvres une chaîne, tu vas voir les autres vidéos de... Et puis, c'est des pics. Tu vas peut-être avoir un mois. J'ai des potes, ils vont avoir gagné 50 000 abonnés en un mois et puis après, ça retombe à 5 000, tu vois. Ou alors ça retombe à 500. Enfin, ça dépend. Après, moi, ce qu'on a bien appris avec tous mes potes, c'est que tu veux pas non plus être trop viral, surtout pas au début, parce que si t'es viral et en fait, ça te bloque dans une case, en fait. Si t'es viral parce que, je sais pas, t'as pris des photos de chats, tout le monde s'abonne pour tes photos de chats. Et donc, si tu postes autre chose que de mariage, tu vois. Après, t'as l'effet où c'est ça, tu déçois en fait après ta communauté parce que t'as pas la bonne. T'es pas dans la bonne suivi niche. pour les chats, quoi. Ouais, voilà, le mec t'a suivi pour les chats et tout d'un coup, tu parles de kangourou. Mince, tu vois. J'aime pas les kangourous. Désabonné, quoi. Sorry, unfollow. Et puis les mecs, ils te mettent des petits messages dans les commentaires. C'est nul. Ça a changé. C'est pas des chats. C'était mieux avant. Reviens aux chats, ils le disent. Ouais, exactement. Ok. Et non, je me demandais, du coup, YouTube, t'en parles toujours de façon très positive, parce que c'est une manière de partager ce que tu fais, aussi de fédérer les gens autour de toi. Je sais que tu fais de la formation, tu fais beaucoup de tutos aussi, des challenges où tu vas challenger d'autres photographes pour aller shooter en temps limité. Tu peux en parler un petit peu. C'est quoi les points négatifs sur lesquels tu te dis YouTube? Ouais. Si tu devais en donner un, sans faire le... Un au moins. Je te vois galérer, donc quelque chose qui, tu vois, un inconvénient ou un truc que tu aimerais différent sur YouTube, par exemple, tu vois. Non, je pense que le point négatif avec YouTube, c'est que tu peux vite te retrouver absorbé dans tes statistiques et oublier un petit peu que c'est intéressant, ça. À la fin du compte, c'est que YouTube, c'est juste un canal de diffusion, tu vois. T'as un canal de diffusion et ce qui est important, c'est ton business et la partie qu'est-ce que tu crées. C'est en gros la partie créative et le business, tu vois. Est-ce que tu es là pour faire du business ou est-ce que tu es là pour partager des trucs, juste parce que tu as juste envie de partager ou alors est-ce que tu veux te créer une communauté vraiment autour de ça. Donc vraiment être intentionnel autour de ça et je pense qu'il y a pas mal de gens, on se retrouve vite omnibulés par tout comme Instagram, tu parles avec n'importe qui sur Insta, ils se retrouvent vite à dire j'ai que 3000 likes là alors que là j'en ai 5. Mais surtout que tu as quand même le travail de te dire bon ça a mieux marché que ça, donc ça oriente forcément un petit peu ton... Mais je pense que tu as une jauge à avoir, c'est ça, il faut pas que ça oriente trop ton travail non plus, il faut que tu arrives à garder une... Ouais, c'est pour ça si tu restes... comment dire en français, true to yourself, vrai, tu peux dire vrai par rapport à ce que tu as envie de faire, ça c'est important et pas se dire mince, ces vidéos elles marchent bien donc je vais faire que ça. Tu vois. Et ça peut être vite rapide. Moi j'ai des potes, ils se retrouvaient là-dedans, tu vois. Tu t'interdis toi de trop regarder les stats ou parce que toi c'est quand même des gros chiffres, donc est-ce que ouais, mais en fait ce que je dis c'est je regarde pendant la première heure. Et puis en fait, YouTube, il y a un truc... à la première heure de diffusion de chaque vidéo? Ouais. Il y a un truc que j'aime bien et que je déteste maintenant, c'est qu'il te donne, par rapport à tes 10 dernières vidéos, comment celle-là elle performe. Ouais, c'est horrible. Et c'est super quand c'est pas la 10e.
Ah ouais. Mais dès que c'est numéro en dessous de 7, t'as l'impression que c'est la fin de ta vie, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire que Là, tout le monde m'a abandonné. Plus personne ne veut regarder, etc. Donc, du coup, t'es là, t'essaies de changer peut-être le titre et tout ça. Mais d'ailleurs, attends, c'est peut-être un peu hors sujet, mais apparemment, les algorithmes de YouTube ont changé dernièrement. Ça change tous les gens, de toute façon. Ouais. Insta beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y en a qui ont dit qu'ils ont vu une grosse différence, Insta et YouTube. Est-ce que toi, t'as vu la différence ou est-ce que toi, tu trouves que ta communauté ouais, mais bien? Il y a pas mal de choses qui ont changé aussi. Les gens étaient bloqués chez eux en 2020. Donc, on a tous vu que les gens n'étaient plus sur YouTube, clairement, tu vois. Après, maintenant, ça s'est rouvert, donc tu vois un petit peu la différence de ce côté-là. Et puis, oui, YouTube change dans le sens... Enfin, change, oui et non. C'est juste qu'ils mettent plus d'importance. 90% de ta vidéo, c'est le titre et le preview, tu vois, et ton image. Donc, il vaut mieux pas se louper là-dessus. Et si tu te loupes ça là-dessus alors que tu as la meilleure vidéo du monde derrière, c'est un peu dur de rattraper derrière. Donc, ça, c'est un petit peu le désavantage. Et l'autre désavantage, c'est qu'ils ne balancent pas tes vidéos aux abonnés. Mais ça, entre guillemets, je comprends pourquoi ils ne le font pas, tu vois, de leur côté, de leur point de vue. Mais en tant que créateur, ça peut être un peu frustrant de savoir, j'ai 1000 abonnés, mais ta vidéo, elle est envoyée à 50 abonnés, tu vois. Ça, c'est fou. Ouais. Enfin, si on se demande... C'est surtout ça qu'on entend. C'est de ça que donc, en fait, ils utilisent, je crois, c'est à peu près entre 5 et 10%. Ils envoient ça à 5 à 10% de ton audience. Ils vérifient comment ton audience, elle réagit. Et en fonction de ça, ils diffusent à plus. Donc, voilà. C'est qui tout double, quoi. Okay, c'est qui tout double. Et d'ailleurs, en parlant de ta chaîne, est-ce qu'il y a une vidéo en particulier que tu es très fier d'avoir réalisée, enfin, une qui ressort du lot? Celle vers laquelle je retourne souvent, c'est celle de Polynésie. J'allais dire celle de Tahiti. Donc assez récent finalement. Enfin, les vidéos sont sorties assez récemment, je veux dire. Ouais. Après, si c'est en mode genre vidéo fun où on voit vraiment le shooter, je pense celle où j'avais shooté. Vidéo fun, tu parles de tous les challenges que tu fais avec des photographes, style shooter le plus de monde dans la rue possible. Celles-là, elles sont cool. Ou même, genre, si tu veux un truc sympa, c'est celle où je shoot avec un 100-400 dans Chicago quand il y a un événement où il y a le soleil en fait qui s'aligne avec les avenues lors du lors du sunset, lors du coucher de soleil. Avec tous les photographes qui sont dans la rue. Ouais, du coup, et puis moi je suis en vélo sans les mains avec l'appareil, du coup c'est assez drôle. Trop drôle. En train de shooter ça. Et moi je me rappelle, c'était vraiment des bons moments, quoi. Puis, du coup en fait t'as ta bibliothèque de souvenirs qui est exactement. Aussi, et puis c'est marrant parce que les gens ils voient bien en fait quand tu regardes une vidéo, en fait tu ressens bien l'énergie de la personne. Et en fonction de moi, à quel niveau je m'amuse, en fait, les gens, ils le ressentent plus ou moins. Genre, dans toutes ces vidéos, moi, je suis en gros kiff, quoi. Donc, on te voit interagir avec beaucoup de monde aussi, c'est ça qui est cool. Parce qu'il y a aussi l'énergie un peu américaine. Enfin, il y a le côté où tu vas interpeller quelqu'un, il va tout de suite te faire un sourire, il va à la limite poser pour toi, quoi. Ça, c'est super intéressant. Et à mon avis, tu dois beaucoup le vivre en tant que Français qui bosse et qui vit maintenant aux États-Unis. La différence de la perception ou de la considération du monde de l'image, du rapport à l'appareil photo entre les Américains et les Français. Mais je sais pas si c'est que la perception de l'appareil photo ou si c'est juste généralement la relation entre les gens, en fait. C'est-à-dire que si tu te balades aux US, c'est pas bizarre si un mec vient te dire et il dit j'adore tes chaussures ou ton pull, ou il commence à discuter, à te parler de la vie, littéralement. Alors que ici, tu vois, si un mec il te dit ça, tu penses qu'il va vouloir prendre ton pull, tu vois. J'aime beaucoup ton pull. Tu commences déjà à l'enlever. Ok, c'est bon, c'est pas besoin de sortir ton couteau. Non, et du coup là-bas, c'est beaucoup plus relax et les gens ils vont vite faire des blagues à d'autres gens dans la rue, tu vois. Enfin, blagues entre guillemets, tu vois. Et du coup, ça change un petit peu. Même si tu as un appareil photo, t'as vite moyen de lancer une conversation ou de faire les choses. Après, moi, on a shooté ici aussi dans Paris. Si tu arrives avec un grand sourire, en général, ça se passe plutôt bien aussi. Et même à travers tous mes étudiants et tout ça, je leur mets des petits challenges par rapport à ça. Et ils sont souvent surpris, en fait. Il y en a, ils se prennent quelques noms, mais quand tu trouves les oui aussi, il y a donc c'est peut-être un peu plus nos barrières mentales. Enfin, complètement. On va faire un truc un peu plus développement personnel, mais c'est nous qui nous conditionnons au fait que je vais me faire rejeter. Et en fait, à partir du moment où tu te dis j'arrive avec le smile, ça passe. Et les Allemands, c'est les premiers dans les commentaires. Tu pourrais jamais faire ça en Allemagne. Donc j'ai hâte d'aller en Allemagne et de leur prouver que c'est faisable. C'est faisable, en fait, mais je pense que clairement, les gens, je pense que, comme tu dis, ils ont un petit peu la notion... On me prend en photo, on va vendre mon image. Alors, la ligne est un peu fine parce que de temps en temps, ils sont sur YouTube, tu vois. Donc, est-ce que tu la vends, est-ce que tu la vends pas, j'en sais rien. TF1, ils te mettent ton image aussi, tu vois, ils te demandent pas ton avis non plus. Tu crois que ça va si loin ?
Dans leur tête, oui. Réflexion aussi loin. Oui, parce qu'un jour, j'étais en train de prendre une photo dans la rue à Paris, mais genre un passage clouté, j'ai pris au niveau de ma hanche parce que je voulais le passage clouté avec les 2 ombres de personnes qui passaient. Et le mec, je sais pas, il a vu et ça l'a fait un peu flipper. Et il est là, il fait non, supprimez ça tout de suite, etc. Blablabla. Ouais. Et en fait, le mec, il avait super peur que, je sais pas, ça allait être la prochaine expo Cartier, tu vois, avec sa photo. Donc, bon, ça arrive pas souvent, ça. Non, moi, je fais pas non. mal de photos de rue et ça arrive. Moi, ça m'arrive. Et des fois, on me demande de supprimer. Mais des fois aussi, tu leur montres la photo. Et puis, si elle est bien et tout, les gens, si elle est moche, ils sont là. Bah, en fait, il est nul. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai souvent la question que ça va pas être diffusé. Il y a plus une histoire de diffusion, quoi. Je pense qu'ils ont un problème avec la diffusion. De contrôler leur image. Ouais. Mais à côté de ça, ils sont sur Facebook et Instagram. Ouais, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai eu la chance d'aller un petit peu aux États-Unis pour voyager, pour y travailler un petit peu en stage, tout ça. Et moi, en tout cas, ça m'avait frappé, quoi. À Paris, j'ai jamais pu trop faire des portraits de gens. Même quand tu fais des portraits où tu sais pas d'avoir les gens, mais tu sais, la rue en général, ou tu vois une place et que tu veux avoir une ambiance, tu vois que les gens changent de trottoir ou qu'ils tournent la tête. Tu vois, il y a très vite ce truc-là. Là, aux États-Unis, en tout cas, j'ai eu la sensation que, au contraire, ils cherchent l'appareil. Tu les prends en photo, ils vont tout de suite. C'est presque l'effet inverse. Ils vont peut-être même commencer à se mettre en scène, à poser, et alors que toi, tu voulais faire de la photo de rue naturelle. Si tu veux ça, va en Inde. Tu vas voir, ça va être sympa. Tu prends une photo d'une personne, d'un coup, t'as tout le monde qui est là. Ah ouais, moi. C'est excellent. drôle. Ouais. En Tanzanie, c'était pas ça du tout, par exemple. Les gens, ils étaient assez frileux, vraiment frileux. Ça change du coup beaucoup d'un pays à l'autre. Et puis en fonction de la religion un peu dominante aussi, je trouve qu'il y a une très très grosse différence par rapport à ça. Par exemple, il y a des endroits où, je sais pas, les femmes, elles sont un petit peu en recul, tu vois, dans les rues, t'en vois pas beaucoup. Donc si tu commences à prendre des photos et qu'il y a peut-être une femme, les mecs ils te regardent super bizarrement, ou alors que si tu les prends eux en photo, je sais pas, des fois c'est un petit peu chelou. Mais c'est pas un truc sur lequel tu te renseignes avant de partir, ça. C'est plutôt tu le constates. Tu le vois et puis voilà. Après, tu prends un nom et puis tu dis excusez-moi et tu t'en vas. Ouais, après voilà, faut respecter les gens, tu vois. S'ils veulent pas prendre en photo, c'est normal. T'as pris une photo, tu l'aimes bien, bah tant pis, tu la supprimes et puis tu passes à autre chose. Ou alors tu pixelises sa tête et tu mets un smiley à la place. Okay, une petite technique d'M6 où tu changes la voix. Complètement anonyme. Le truc à retenir de tout ça, c'est que si tu as une bonne énergie, partout, tu peux arriver à la communiquer. Je trouve. Après, tu es capable aussi de prendre l'énergie négative du mec qui est énervé, tu vois. Sans toi t'énerver, tu vois. Parce que j'en connais, j'ai des potes qui s'énervent sur le mec, mais je fais ça va pas aider. Ça sert à rien. Donc voilà. J'allais te proposer un petit jeu. Si tu veux bien. Vas-y. Candy Crush. Je vais aller sur ton Instagram. Candy Crush. Toi, t'étais en mode battle, t'as sorti ton téléphone. On fait un poker si tu veux, j'ai la mallette. je vais scroller sur ton Instagram et Max va m'arrêter sur une photo. Et en fait, on adore les anecdotes, les petites, tu parlais des backstage, des coulisses, l'histoire de cette photo-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup plus d'histoires qu'on connaît pas, et je trouve ça trop intéressant. Donc je vais scroller sur ton compte Insta. Je vais te dire stop plus loin parce que les dernières photos je les connais, plutôt je les connais pas. Donc après Pierre poste beaucoup, donc on va tomber sur le mois dernier. Est-ce que ça rafraîchit en même temps ou pas? Comme ça, ça continue. Stop. C'est celle-ci. C'est celle-ci. On a eu la bonne réaction déjà. On veut tout savoir, c'est pas compliqué. J'étais tout seul sur une île paradisiaque dans un hôtel 5 étoiles. Fin de l'anecdote. J'étais complètement tout seul et la seule chose que ma femme a pu me dire, tiens, t'as l'air d'avoir une super lune de miel tout seul. Tu étais en Polynésie française. Ouais, j'étais en Polynésie française sur l'île de Taha qui fait face à Bora Bora. L'île de la vanille. Et attends, il y en a 2. Ouais, et il y avait des plastiques dans l'eau et ça me saoulait. T'avais la parce que je venais juste de passer du temps avec une ONG qui s'appelle Coral Gardeners. Et qui, on en parle dans un épisode de. Donc t'as pris en photo les plastiques, ok. Et puis du coup j'avais pris ça un petit peu juste pour essayer de montrer que ça a beau l'air être paradisiaque. Si tu regardes dans l'eau en fait là tout de suite si tu zoomes un peu tu vois les bouteilles flotter, Insta versus reality. Exact. C'est pas hyper choc, je pense pas que c'était ma meilleure photo et c'est pas la meilleure qui ait marché, mais mais quelque part t'as pas essayé de les photoshopper et de les virer, de faire juste ça a du sens. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, un petit peu montrer le spot versus si tu fais 3 pas en arrière et que tu montes ce qui est un peu autour, les backstage. D'ailleurs, je voulais commencer la série. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup, mais c'était le but un petit peu de montrer le spot versus. Mais je crois pas que j'en ai fait beaucoup d'autres, honnêtement.
Non, c'était trop beau, le reste. J'avais du mal. Ouais, t'as pas réussi à trouver des. T'as pas Voilà, réussi à. parce que bah C'est non. toi qui jetais des bouteilles en plastique pour essayer de faire le backstage. Oh pourri. là là, regardez, c'est Oh là là, inadmissible. c'est C'est trop propre. Scandale. Et alors, toutes les photos qu'il y a autour, c'est avec Coral Gardeners Il y en a pas mal, ouais. Attends, faut que Tu les je as regarde. rencontrés? Tu es allé les voir? Ouais, j'ai passé du temps avec eux. J'ai dormi dans leur bureau. C'était trop super cool. sympa. Ouais. Ils ont des photographes aussi. Ils ont un photographe, c'est ça? Ouais, Ryan, Ouais. super bon photographe, vidéographe. Ils font des super photos de D'ailleurs, baleines. vous devriez l'avoir sur le podcast, il est cool. Ah, ok, Ouais. super. Et Si son vous histoire est hyper intéressante en plus. Ok. Et du coup, en fait, ouais, là, il est full-time avec eux. En fait, il les aide à shooter tout leur contenu marketing et tout ça. Et puis, il shoot pas mal avec des gros influenceurs aussi. Coral Ils ont Gardeners, des gros noms qui... Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va peut-être pas le On va- recommander à la fin, mais je Peut-être vous invite on à. en parle dans, je crois que c'est pas l'épisode d'avant, mais dans un épisode précédent. Pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, c'est une asso Ouais. qui a trouvé en fait une manière de faire des boutures de coraux pour pouvoir prendre soin de restaurer voilà, ouais, leur le récif récif. corallien. Ils font un super taf et ils ont une super direction artistique aussi. C'est vraiment trop beau. Complètement, Tout ce qu'ils ouais. font, c'est magnifique et ça ressemble à rien d'autre. Moi, je trouve. Il y a un côté un peu dark. Moi, j'aime Ah oui, non, mais ils ont un vrai côté. Ouais. Ce serait un compte Insta, ce serait pas une ONG, tu vois, ce Ouais. serait pareil, quoi. Complètement, ouais. On n'a aucun lien avec eux, mais bon, il faut y aller parce que c'est top. Ouais. Moi, j'ai leur t-shirt à la maison. Ouais. Et je sais qu'on peut adopter un corail. Tu peux payer, tu peux faire un don à l'asso et avoir ton corail. Il t'envoie la photo du corail. C'est coordonnées GPS, une photo. Et en fait, tu sais que tu as un petit corail adopté à toi, à l'autre C'est bout du ça. monde. Ça leur permet de faire vivre l'assaut, etc. Parce qu'eux, ils font du gros taf. Et, Ouais. j'avais postulé pour être stagiaire là parce que Ah je ouais, trouve que c'est, trop je trouve bien. que c'est incroyable comme boulot quoi. Puis Ouais. c'est pour la bonne cause donc. Non, et puis le dynamisme, enfin, tu arrives là-bas, il y a une énergie, mais c'est incroyable, quoi. C'est À la tahitienne. le fondateur. Non, Même enfin, c'est plus. À la tahitienne, c'est sympa et un peu tranquille, mais eux, ils sont un petit peu on fire. Donc, ils sont À un peu, l'américaine, alors. c'est un peu à l'américaine en Polynésie, mixé avec l'esprit entrepreneurial Silicon Valley, quoi. Et c'est vraiment sympa. C'est Pour le la bonne cause en fondateur. plus. Ouais. C'est le fondateur Titouan, il a que 23 ans ou 22 et il est au top là-dessus, quoi. Il a bien commencé les choses et puis maintenant ils ont une super équipe, quoi. L'équipe Il y a est folle. Chelsea aussi non? Chelsea, c'est la première, c'est une des premières qui a vraiment ramené des gens autour de ça, en fait, ou qui a partagé, en fait. Ok. Et elle qui a partagé a fait venir beaucoup d'autres gros influenceurs, en fait. D'accord. Elle est influenceuse. Elle a énormément d'influence. D'accord. Ouais, c'est la personne qui, à travers tous ceux que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu voyager, c'est celle qui a le plus d'impact ou l'audience la plus dédiée. Ok. Ouais, c'est assez incroyable. Et du coup, petite ellipse, je sais qu'on était sur le scroll, mais du coup, tu as eu l'occasion de shooter des baleines, je crois, à ce moment-là. Ouais, avec mais eux. pas sur ce chance. trip. Ça, c'était en 2019. Et j'ai suis retourné du coup avec Chelsea en 2020, en octobre. Ah, j'ai trouvé les baleines. Ouais, et c'était encore la saison des Incroyable. baleines. Cette photo est incroyable. Et c'était trop beau. C'est vraiment sympa. C'est assez, comment on dit, ça te rend assez humble d'être par rapport face à une baleine quand tu nages. Ouais, ça doit Tu être m'étonnes. c'est immense, ça doit être Tellement impressionnant. gros. Ouais. Ouais. Et donc c'était plutôt en surface. C'est dur de les trouver. Assez, en fait. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut prendre. Ils les cherchent en bateau. Si tu veux, tu les cherches et une fois que tu les vois, en fait, il faut que tu attendes qu'elles reviennent pour respirer. Comme ça, elles Ils peuvent mettre 40 minutes entre deux respirations. Ah, toi, t'en as vu aussi, non? Ouais, j'en ai vu à Moorea. Ah, trop bien. Je vois que tout le monde est allé en Polynésie ici. Pas de souci, hein. Et il y en a qui ont postulé pour Coral Gardeners et qui sont ici. J'attends encore la réponse. Si vous nous écoutez, cherchez dans votre liste J'attends de encore la réponse. postulation. J'ai bon espoir. Je pense que ça va arriver. Du coup, récapitulons. Récapitulons. Tu fais de la photographie. Oui. Tu fais de la vidéo. Tu es sur YouTube pour faire des vidéos de voyage, d'aventure. Tu fais des tutos, des challenges. Mhm. Mais c'était pas tout. Et il y a un format sur lequel tu as un peu notre démarche, alors depuis plus longtemps que nous, puisque tu as un podcast aussi. Ouais. Comment Je pensais que tu allais parler du manuscrit, mais pas encore. Ah, Non, non. vous n'êtes pas encore. Mon livre, ma vie. Non, je Ma vie, mon œuvre. Une exclue. Non, Comment pas tu du tout. as lancé le podcast? C'est quoi l'idée? Là, les gens nous voient, c'est de la vidéo. Toi, c'est un podcast audio, donc un vrai podcast tel qu'on l'entend, Ouais. en anglais, puisque tu fais la majorité de ton travail en anglais. Ça vient d'où? Comment Alors, le podcast était sorti pour deux raisons. À l'époque,
les podcasts ils démarraient un petit peu. J'avais envie de dire que c'était vraiment un bon canal pour avoir des discussions plus longues. Moi, j'aimais bien écouter des podcasts, donc je comprenais complètement tu vois, cet aspect discussion. On est là, on peut aller beaucoup plus loin dans le sujet. Plus libre qu'à la télé ou à la radio. Exactement. T'as pas besoin de rester sous les 10, 15 minutes ou 20 minutes avec les meilleurs moments, tu vois. C'est vraiment quelque chose de plus naturel, en fait, comme si on était entre potes. Et j'aimais beaucoup ça. Et d'un autre côté, en fait, je pense que vous l'avez remarqué, ça te permet de rencontrer beaucoup de gens, en fait. Et des gens auxquels tu n'aurais peut-être pas accès normalement, tu vois. C'est clair. Et moi, ça m'a permis de faire ça. Je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être une bonne idée. Je vais faire venir les mecs qui m'inspirent énormément. Ouais. On va parler un petit peu de leurs histoires, on va partager ça va inspirer d'autres gens. Et puis, moi, ça me permet de faire des connexions et peut-être, je sais pas, on va shooter ensemble un jour, etc. C'est clair. Et puis en plus de faire la connexion, c'est d'apprendre de ces mecs-là, parce que tu leur poses pas mal de questions Exactement, sur leur méthode. Voilà, c'est hyper, entre guillemets, égoïste, où tu peux poser les questions qui t'intéressent, quoi. Mais quelque part, nous, dans la démarche, on avait dit que même, tu sais, nous, on est jeunes photographes quelque part, tu vois, on rencontre du monde, c'est une chance de fou. Bah oui. On disait que même s'il n'y avait pas les caméras et les micros, s'il n'y avait pas les micros, c'était problématique, mais même sans les caméras et les gens qui nous écoutent, l'expérience reste. Reste intéressante. Ça reste une discussion et on a plein de choses à apprendre. Si en plus ça intéresse les gens et qui vivent la rencontre et qui voient des univers et des travaux différents, c'est encore mieux, quoi. Par exemple, Chelsea, j'avais discuté un petit peu sur Insta avec elle, mais après, je l'avais eu sur le podcast. Et en fait, au fur et à mesure, ça a créé une connexion, tu vois, où on a pu partir, ça a permis de partir en trip ensemble derrière. Donc, ça part de là. Puis il y a des sujets qui sont vraiment précis. Par exemple, je sais que tu as eu des podcasts plus sur un peu presque développement personnel, plus sur la gestion de la timidité, la photographie ou des choses comme ça. Tu vas être introverti, extraverti. Parce que toi, tu es plutôt un photographe plutôt extraverti, je dirais, si je peux me permettre. Sociable. De nos jours, oui. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais... Ça n'a pas toujours été le cas Non, mais je pense que c'est ça qui est rigolo. La plupart des gens ils disent c'est tellement naturel. Je fais non. Il n'y a rien de naturel. C'est comme tes muscles. Tu vas falloir t'entraîner et puis au bout d'un mois, ils grossissent. Tu peux le perdre du coup si tu restes chez toi pendant un an de confinement où tu vois personne, tu sors et tu redeviens timide. Je pense pas tu regardes une caméra et tu. Je pense que c'est un peu comme le vélo. Tu l'oublies jamais. Okay. Mais il va peut-être te falloir 1 ou 2 tours de pédale avant de réussir à rester droit. Ouais, bien sûr. Mais non, une fois que tu as 2-3 expériences positives, en fait, tu te dis pourquoi je m'en priverais, tu vois. C'est vraiment comme ça. Les gens peuvent passer une bonne journée de l'autre côté, tu vois, et toi, tu peux passer une bonne journée parce que tu as une interaction. C'est intéressant parce que tu dis ça, que tu dis que tu peux t'améliorer, mais il y a des photographes qui ne cherchent pas forcément, qui restent dans leur introversion. Moi, je parle de Sean Tucker, par exemple. Sean Tucker, que je suis beaucoup, qui a une approche complètement différente de la photographie, qui est presque plus basée sur la philosophie de la photographie maintenant, qui a une chaîne. D'ailleurs, c'est très beau. Je vous encourage aussi à regarder ses vidéos. C'est très beau. C'est entre la philo, le développement personnel, la photographie. Et du coup, je crois que tu avais shooté avec lui. Et vous aviez des approches, c'était marrant, complètement différentes. Lui qui était quand même assez timide, réservé, mais qu'osait sortir de sa zone de confort. Et toi qui allais direct vers les gens, etc. Ouais, on a une approche différente. Ça se voit dans ses photos. Elles sont beaucoup plus... Il y a moins de portraits face-to-face, entre guillemets, avec des inconnus. Mais moi, j'aime beaucoup son travail, par exemple. Tu vois, je kiffe, mais j'ai un peu plus de mal à shooter comme ça, tu vois. Et j'aime bien interagir avec les gens au bout d'un moment, parce que je sais pas, ça rend les choses un peu plus fun. C'est marrant parce que ça change complètement le process. Lui disait qu'en fait, il s'arrête sur un lieu et en fait, il attend que le bon sujet passe, alors qu'en fait, il est déjà sur le bon lieu. Donc, c'est un peu l'inverse de ce que tu fais toi, quoi. Ouais, moi, je vais attendre jusqu'à à peu près 5 minutes. Si vraiment c'est exceptionnel, peut-être 10 minutes, et après, j'en ai marre. Après, je fais ça. Peut-être un autre jour, tu vois. Après, je pense qu'il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment ce qui marche pour toi. Après, par contre, j'encourage vraiment tout le monde à essayer, quoi. Comme ça, tu peux pas... Moi, je pensais jamais aimer les portraits jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des portraits. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit la même chose récemment. Il m'a envoyé un mail, il me fait « Ah, tiens... » c'est par rapport à une des formations. Il dit on est à la partie portrait et jamais de ma vie j'ai voulu faire des portraits. Finalement en fait c'est marrant. Les gens ils ont bien aimé les photos, ils étaient cool. Mais souvent c'est aussi notre peur qui nous souffre complètement. Des trucs. Non mais vraiment. Moi pareil j'ai essayé en fait avec des mini challenges avec des potes sur Toulouse d'essayer d'aller vers les gens, celui qui shoot le plus, etc. Et c'est vrai qu'au début t'as peur, tu souffles des ah non ça va pas être bien, de toute façon la lumière est pas bonne, etc. Et puis tu commences et il suffit que t'aies une approbation, 2 et t'es dans une autre dynamique, quoi. C'est clair. Donc, et c'est marrant, les potes j'ai plus du mal à leur faire changer ça que des inconnus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ils sont moins dans l'approche. T'as pas le même rapport à eux aussi. Exactement. Mais moi, la première fois que j'avais pris des portraits, c'était des portraits de potes, tu vois, pour m'entraîner, pour devenir pro. Okay. Et je fais, j'ai aucune idée de ce que je devais faire.
Mais après, tu regardes les résultats, tu fais en fait, ça peut C'est être pas cool. mal. Tu vois, c'est pas mal. Hein. J'ai pris du plaisir à le faire. Et... Ouais. C'était super bizarre pour tout le monde, mais le résultat est pas mal. Ouais. Donc Puis après, tu peux quand même avoir l'approbation voilà. de tes potes aussi qui te disent au final, putain, c'est super. Ouais, la le photo portrait est que tu m'as bien, fait. etc. Et du coup, après, tu te dis, bon, maintenant, je vais travailler sur la partie communication. Comment j'interagis avec mon sujet, comment est-ce que... L'interaction avec le modèle, c'est super important. Mais tu dois le voir, toi, avec les portraits. Ouais, maintenant. moi, je fais pas mal de portraits et la dernière compétence que j'ai développée qui est vraiment cruciale, c'est vraiment d'interagir plus avec le modèle. Et même quand on règle, continuer à lui parler, continuer à la rassurer. À lui expliquer ce que tu fais aussi. Des fois, oui, lui faire comprendre les réglages, limite la faire rentrer un petit peu. Je suis à ISO 1800, là, ça passe pas bien. Ouais, c'est ça. Et toi? Toi, t'es ISO combien? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, avant, je pouvais passer 30 secondes, 1 minute sans vraiment parler à la modèle. Elle savait pas quoi faire, elle savait pas où se mettre. Et puis, il y a la tension qui monte, etc. Et vraiment, le fait de rassurer, c'est... Ouais, puis le modèle peut stresser, tu peux être stressé aussi. Quand tu parles, au final, rassurer la modèle, lui dire qu'elle est belle, etc. Ça, c'est très important. C'est vraiment important. Moi, c'est le truc. Et ça fait changer. Tu sens que le sourire, c'est pas dire à une personne de sourire qui va la faire sourire, mais c'est la rassurer, en fait. Non, et puis les gens, c'est incroyable. Même des modèles qui sont super beaux à nos yeux, ils pensent toujours que ils sont complètement loupés, quoi. Ah ouais. Et tu fais, mais non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien, il n'y a pas de problème là. Tu es très belle, ça va bien se passer, ou très beau. Très belle ou très beau, voilà. Ouais. Mais j'ai un pote, ce qu'il fait, il emmène une petite enceinte et il met de la musique aussi. Ça, c'est trop cool. Comme ça, tous les blancs, c'est repris par quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai essayé ça une fois, suite à, je pense, à tes conseils ou conseils d'un autre youtubeur, et ça a bien marché. En fait, j'avais une enceinte dans le dos, et en fait, ça peut même faire des séquences où la personne elle commence à danser, tu peux la choper en train de danser en photo, donc c'est vraiment cool. On peut pas te laisser partir sans te demander un peu comment s'est passé ton voyage en Tanzanie. C'était bien, c'était intense, j'étais enrhumé 80% du temps. C'était la première fois que je vais sur un trip et que j'étais pas à 100%, quoi. Malgré les tests PCR qui débouchent les narines. Ouais, exactement. Non, mais c'était incroyable, c'était la première fois. Du coup, c'était un peu un petit test pour moi parce que c'était la première fois que j'étais pas à 100%, quoi. Donc c'était, mais on s'en est sorti. Tanzanie, franchement, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu last minute. Je suis monté dans l'avion, je savais pas vraiment ce qu'on allait faire, à part qu'on devait shooter 3 jours pour le cas de saison au début, et dans le Serengeti, dans un parc national, et je savais pas trop ce qu'on allait faire en dehors de ça. On avait une idée, vous savez ce que. Donc c'est quelqu'un d'autre qui avait prévu, donc plus ou moins le trip, qui avait prévu le mais shooting. c'était pas fini d'organiser non plus. Donc personne n'avait fini en fait. Genre, et tu préfères ça ou je préfère repartir que ce soit carré? En fait, j'ai pas de. Ah, tu t'en fiches. Je m'en fiche. Okay. À partir du moment où on récupère des trucs cool. Donc là, pour le coup, tu as suivi et tu as dit OK, je peux Ouais, j'ai suivi, on a organisé à la dernière minute. Et franchement, c'est super bien sorti. Il y a une partie qui était incroyable, en fait. C'est bon, tu as toute la partie safari qui est cool, tu vois. Mais en fait, je me sentais un petit peu comme Jean-Paul, 65 ans, dans sa voiture avec son trépied et son truc. Okay. Ouais, bon, c'était cool, mais j'aurais préféré courir avec les lions, tu vois. Ouais. Chose qui est bien entendu déconseillée. Ça fait donc très safari touristique. Ouais, quoi. Ça c'était assez safari. Pas trop de liberté, tu peux pas sortir des chemins. Et les meilleures photos que j'ai préférées, c'est celles dans le ballon, dans la montgolfière qu'on a fait au sunrise, au lever du soleil, et celles que j'ai prises d'autres personnes quand on était dans la voiture. Genre, on a fait quelques portraits lifestyle où les gens sont en dehors de la voiture et tout ça. Et ça, c'était les moments les plus sympas parce que les photos de lions, d'éléphants, etc., tu vois. À moins que tu te mettes en mode National Geographic et je passe 5 semaines allongé dans la boue pour avoir la photo qui tue, je trouve que tu te retrouves toujours avec une photo un peu médiocre par rapport à parce que c'est vraiment un métier, photographe animalier. Ouais. Tu as un 600 mm, donc un téléobjectif qui zoome énormément. Après, tu peux avoir des belles photos, il n'y a aucun problème, mais c'est pas... Surtout quand tu as... je suis un peu en train de chasser le trophée photo, tu vois, genre la photo... que je pourrais voir dans un magazine, donc ça sera un peu pas celle que tu fais depuis le safari que tout le monde prend. Exactement. D'accord, okay. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime bien faire ces photos, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de publier non plus. Parce que les mecs peuvent passer 2 jours, c'est ça, à attendre sur un spot. Plutôt 3 mois, ouais. Je pense qu'on va essayer de faire venir un photographe animalier, voire 2. Ouais. Pour qu'il nous parle de ça. Je parlais de venir en camouflage, ça serait bien. Ah ouais. Je parlais du reportage Netflix Our Planet, où en fait, d'ailleurs, je te le conseille, Pierre, il y a le reportage Our Planet qui est incroyable. Behind the scenes. Ouais, et t'as le behind the scenes c'est ce que je conseillais la dernière fois. Avec le tigre. Ouais, où il passe, je sais plus combien de mois dans sa cabane. Et en fait, ils sont sur la crête de la montagne et ils attendent vraiment le plan du tigre, qui est un tigre ultra rare. Le type vit dans un genre de 6 mètres carrés de bois avec juste une ouverture pour passer la boîtier. Et ils savent même pas si les animaux vont passer. En fait, ils attendent sur 6 mois ou 2 années de suite, je crois, ils le font. Ils attendent le hasard. La patience et la dédication. La série est folle.
incroyable. La série est folle et les behind the scenes sont. Ouais. J'ai pas envie de dire encore mieux parce que ça, tu vois, ça. Je le conseille à tout le monde parce que même si on n'est pas amateur de photo, je trouve que c'est incroyable, c'est une aventure quoi. Non, et puis ça remet les choses un peu dans le contexte où on est un petit peu de plus en plus en mode instantané, tu vois. Tu vois, c'est le truc photo que tu peux faire en 2 minutes avec ton verre d'eau pour avoir une photo cool. Le mec, il passe 100 jours dans une cabane sans savoir ce qu'il va faire, quoi. Ouais. La seule raison qu'il est passé 100 jours, c'est parce qu'il avait pas de photo. Il l'aurait eu au bout de 2, il serait parti, tu vois. Et au bout de 100 jours, il a rien. Et l'année d'après, il décide de le refaire, quoi. C'est la motivation incarnée, quoi. C'est fou, moi, j'adore. Et du coup, tu disais, excuse-moi, tu disais que tu étais parti en montgolfière, du coup. Ouais, on a fait un tour en montgolfière au lever du soleil. C'était vraiment cool parce que du coup, tu voles plus ou moins silencieusement au-dessus des animaux. Donc, tu as les lions, tu as le guépard qui chasse, tu as les éléphants qui se baladent, les zèbres. Enfin, je pense que ça va vraiment bien rendre en caméra, en vidéo aussi. T'es rentré hier, donc les images, nous, on les voit pas. Là, tu peux pas. Non, là, il y a rien. Là, l'épisode sera en juillet, donc normalement, les séries et les photos seront publiées. On pourra avoir plus de visuels. Et, on a hâte. Ouais, et ça, c'était cool. Et du coup, par contre, il y avait une expérience que mon pote avait recherché parce que lui, il a une chaîne vraiment voyage uniquement, pas de photos. Christian Leblanc, Lost Leblanc, c'est sa chaîne. Et en fait, il avait un pote qui s'appelle Mike, qui a une chaîne qui s'appelle Fearless and Far. Et lui, il avait passé pas mal de temps avec différentes tribus. Et il a fait des vidéos sur YouTube qui avaient super bien marché, genre plusieurs millions de vues, etc. Et du coup, mon pote voulait aussi rencontrer des tribus. Et en fait, c'est des chasseurs-cueilleurs et ça fait des milliers d'années qu'ils n'ont pas changé de mode de vie, en fait. Okay, donc c'est vraiment le plus simple possible. Donc ils se lèvent le matin, ils vont chasser, ils vont récupérer des baies et puis c'est ce qu'ils mangent, quoi. Incroyable. Et ils ont changé un petit peu sur les 50 dernières années parce qu'ils ont été poussés en dehors des parcs nationaux. Un peu. Parce qu'ils ont dit, je discutais avec les mecs, enfin pas la tribu, mais les autres, ils disaient que quand ils ont fait les parcs nationaux, ils ont dû décider, on garde que les animaux et personne d'autre n'a le droit d'être dedans, personne n'a le droit de chasser, etc. Sauf que ces mecs-là, et certaines tribus étaient là depuis, 5000 ans. Ils chassaient pas comme les riches qui vont. Non, voilà, les mecs, ils sont à l'arc, ils sont à l'arc et à la flèche, quoi. Donc, et puis ils vont tuer un animal, c'est pour manger pendant aussi longtemps que possible. Et bref, et du coup, on a réussi à organiser, on est parti. Les gens peuvent, de nos jours, ils ont ouvert un petit peu au tourisme très, très récemment. Et tu peux aller voir un petit peu leur campement, là où ils vivent, etc. Et c'est un peuple nomade, normalement, même s'ils restent plus longtemps maintenant, parce qu'ils ont été poussés en dehors des zones. Et bien entendu, tous les gros animaux, tous les animaux... En fait, quand tu es dans les parcs, t'en vois partout, tout le temps. Tu vois. Et tout d'un coup, tu te retrouves en dehors du parc et tu dis, mais les pauvres mecs, ils doivent galérer, quoi. Du coup, ils ont beaucoup plus de mal à chasser. Je pense. Maintenant. Après, ça fait 3 générations, donc eux, 2 ou 3 générations, eux, ils s'en rendent peut-être pas compte eux-mêmes. Mais à mon avis, si tu prenais son arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, il ferait, mais qu'est-ce que tu fais à manger des oiseaux, tu vois? On était en train de chasser des zèbres il y a 3 jours. Okay. Et du coup, on est allé les voir le soir. On arrive autour d'un feu de camp. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a du cannabis qui pousse localement de manière naturelle, j'ai l'impression, en Tanzanie, à certains endroits. De manière naturelle. Ouais. Par hasard. Par hasard. La nature a bien fait les choses. Et les mecs, en fait, adorent fumer, en fait. Et du coup, on s'est retrouvés autour du feu. Ils étaient en train de fumer, de rigoler, et tout ça. Mais les mecs, trop, trop sympas. Parce que, on avait un guide qui parlait leur langage. Et du coup, ils nous ont accueillis, mais comme si on était potes. Non, c'est un langage qui s'appelle le Hadza. Et la tribu, elle s'appelle les Hadzabe. Ah, donc c'est leur langage, c'est que eux qui parlent. parlent. Et c'est une langue qu'ils ne retrouvent. Ils retrouvent des références à aucune autre langue à travers le monde. Parce qu'en fait, en fait, ils cliquent avec, ils font des clics, genre, tu vois, quand ils parlent, et c'est hyper, enfin, ça peut être assez difficile à parler, mais donc votre guide servait de traducteur. Ouais, en fait, lui, il a grandi avec eux à côté. Il fait partie d'une autre tribu qui, ont des chèvres, etc. Mais ils ont toujours vécu plus ou moins à côté, où ils les voyaient tout le temps. Et du coup, en tant qu'enfant, ils apprennent le langage facilement, tu vois. Okay. Et ils discutaient, ils jouaient avec les autres gamins. Et donc il nous aidait pour ce trip. Et donc, on allait les voir le soir, on se retrouve autour du feu. Et tout d'un coup, tu as l'impression d'être dans la préhistoire, limite. Parce que dans un film, les mecs sont habillés, tu vois. Il a une peau de... Je sais pas, il y en avait, là, il avait genre un espèce de chat blanc. Enfin, pas un chat, mais un mini guépard, on va l'appeler. Je me rappelle plus du nom en français, mais t'as le lynx, entre les deux t'as le lynx. Ouais, mais c'était pas un lynx, swivel cat en anglais. Enfin bref, il y en avait un qui avait une peau de ça, un autre une peau de sanglier, et puis ils avaient quand même des shorts, mais
mais c'est complètement différent, tu vois. Et puis ils étaient là en train de faire leur truc autour du feu. Et après, ils ont fait une petite danse. Ils nous ont dit au revoir à demain matin. Et en fait, le lendemain matin, on est parti chasser avec eux, en fait, pendant toute la journée. Okay. Enfin, nous, on pensait que ça allait durer 3-4 heures. Donc, on n'avait pas pris énormément d'eau. On n'avait pas trop compris notre guide non plus. Ça a duré vraiment longtemps. Ça a duré. On est parti à 6 heures. Juste pour te donner une idée, on est parti à 6 heures. Et normalement, il devrait y avoir la vidéo de dispo là-dessus. On est parti à 6 heures, on est revenu, mais je pense pas que la vidéo est capable de retracer à quel point c'est long. Il pensait qu'elle allait au supermarché, qu'elle allait se garer, passer à la caisse après. Exactement, voilà. Justement, ça nous donne les coulisses, donc ça a duré vraiment... Ouais, 6 heures du mat, on part à pied. Et on est revenu vers 16 heures, entre 16 et 17 heures, je crois. Donc c'est... On a passé 12 heures, ça, à peu près. On a passé un peu plus de 12 heures à marcher avec eux non-stop. Et la chasse et était ils marchent bonne super vite. Ah bah ouais. Non, ils voulaient trouver des babouins. On a commencé à pisser des babouins, on n'a pas réussi à les retrouver. On s'est retrouvé ultra loin. Mais sur le chemin, ils ont chopé un oiseau. Et en fait, ce qu'ils appellent des bush babies, qui sont genre des petits lémuriens. C'est trop mignon. T'as l'impression de tuer des peluches. Littéralement. C'est horrible. C'est horrible, mais de toute façon, eux, c'est horrible pour nous, en fait. Ouais. Mais c'est parce qu'on est complètement déconnecté de notre nourriture. Toi, tu vas chez le boucher, tu vois la pièce de viande, c'est déjà un aliment, c'est pas un animal. Exactement. Tu vois, c'est de la viande. C'est pas vivant. Exactement. C'est pas une vache, c'est de la viande. Et bref, donc ils récupèrent, ils chassent ces petits animaux parce qu'ils sont, comment on appelle ça, ils sont accrochés dans les arbres en fait dans la journée parce que c'est des animaux nocturnes. Et en fait, ils sont accrochés dans les arbres et ils ne voient pas et ils dorment dans la journée. Donc, tu peux les chasser un peu plus facilement. Tu les cueilles, en fait, tu les chasses pas. Ouais. Et c'était assez... Je ne sais pas ce que je vais réussir à publier sur YouTube par rapport à ça, parce que tu as la petite bête transpercée avec la flèche qui s'accroche à la flèche et qui te regarde avec des grands yeux et qui ressemble à une peluche en même temps, tu vois. Et tu as le mec qui est content parce qu'il va la bouffer. Parce qu'il va manger, ouais. C'est vrai que toi, tu vas être contraint, en fait. Tu vas devoir montrer certaines parties. Je sais pas comment T'as quoi comme approche par rapport à ça? Franchement, j'en ai aucune idée là. Je vais voir ce que mon éditeur il en pense. Ouais. Je vais discuter avec lui, comme ça j'aurai un avis extérieur. Moi j'ai bien envie de mettre les choses comme ça et de dire c'est si la t'es vie choqué, va regarder d'où ton poulet il sort et puis voilà, tu vois. C'est clair. Parce que ton poulet il vient pas dans une barquette, il grandit pas comme ça encore. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça peut faire polémique. Tu vois, je pense pas que tu aies été trop exposé à des polémiques. Non, voilà. Après, tu vas peut-être avoir les vegans qui vont venir après toi. Je sais pas, tu vois. Ce que je peux comprendre, mais je pense que personne va le faire parce que. Enfin, honnêtement, je pense pas que les gens ils vont venir après pour la bonne et simple raison. Mais c'est un reportage et puis c'est leur mode de vie. Tu vois, tu vas avec des chasseurs en France, c'est aussi gore. Sauf qu'eux, ils peuvent aller au champ, tu vois. Après. Alors que eux, c'est leur seul. Alors que eux, ils se lèvent le matin, ils ont rien à manger, tu vois. Ouais. Ils vont aller chasser et cueillir. Ils font grossir aucune plante. Enfin, comment on dit. Ils font rien pousser et ils élèvent rien. En fait, c'est vraiment un peuple de chasseurs-cueilleurs comme depuis la nuit des temps. Et donc, on part avec eux. Eux, ils n'ont pas d'eau. Moi, j'avais un peu moins d'un litre et il fait chaud. Non, ils n'ont pas d'eau et c'est super sec là où on était. Ouais. Et en fait, ils sont capables de marcher pendant 24 heures, toute la journée sans eau en fait. Et donc, nous, on était là en train de boire et tout. Et ils marchent super vite. Genre, ils marchent super vite, ils courent pour choper les animaux, etc. Donc, on était en train de vos conditions physiques d'Européens, Américains. Tu regardes leurs jambes, mais il n'y a pas un pet de graisse, elles sont super fines, tu vois. Et donc, ils avaient chopé, je sais plus, 4-5 baby bush de ces petits animaux, après un oiseau, et puis, comment on appelle ça, un genre de furet, tu vois, des trucs dans le genre. Et en fait, on était en train de pister des babouins, parce qu'ils voulaient choper des babouins. Chasser des babouins et on les a pistés, mais on se retrouve super loin à un moment et finalement on s'arrête, ils font leur barbecue, ils font leur petit feu, les mecs ils commencent le feu comme dans tes rêves les plus fous sur Koh-Lanta, tu vois. Le mec donc il est là, la baguette, un petit morceau de bois et c'est parti. D'ailleurs ils allument leur cigarette magique. Ouais, leur cigarette magique comme ça aussi. Donc ils sont là, hop, et puis ils allument, c'est leur briquet quoi. Ça leur prend très peu de temps. Et le reportage de fou que tu as dû faire sur toute cette rencontre. Ouais, c'est trop bien. En plus, j'ai en mode POV, j'ai un petit shoot aussi, donc. Alors que justement dans Koh-Lanta, ils mettent 3 joueurs vers le feu. Ouais. Il faut le rappeler. Du coup, c'est trop drôle. C'est la leçon quoi. Ouais. C'est quoi ton prochain voyage? Là, t'es à Paris pendant 5 jours, tu m'as dit? Une semaine? Là, je vais être dans les Alpes, mais ça va être en famille. Ok. Donc tu vas partir en famille, tu restes un peu en France, mais t'es de passage. T'as des voyages prévus là? Tu vas bouger? Tu sais ce que tu vas faire? C'est quoi la suite? Pas du tout.
J'attends que l'univers m'envoie quelque chose de cool. Quelle vie, mais quelle vie. Non, je sais pas encore. Je pense que je vais passer à New York parce que ça, c'est toujours bon pour la photo. Ah ouais, C'est toujours bon, tu as une bonne énergie, tu peux faire des photos sympas. Après, il y a plusieurs pays que j'ai envie de faire et j'ai pas encore organisé, quoi. Je voulais passer en Afrique du Sud, je voulais passer je veux toujours faire la Mongolie, mais avec le Covid, enfin, il y a pas mal de pays, c'est un petit peu... Tu dois t'arranger avec les normes. Bah, faut voir, ouais. Et puis, je pense que je vais passer en Indonésie aussi, parce que c'est vraiment joli aussi. Donc, tu as quand même une liste, une bucket list de voyage. J'ai toujours une hit list d'endroits où j'ai envie d'aller. Ok. Puis, j'ai un pote qui veut aller en Patagonie aussi. Donc, voilà. J'aimerais beaucoup aller en Patagonie aussi. Ouais, écoute, on se... Ouais, bah voilà, c'est parti. Tu vois, c'est comme ça que les trucs s'organisent. s'organisent. C'est exactement. T'es dispo? Ok, bon, vas-y, c'est parti. Et du coup, dernière petite question. Je sais que dans ton podcast, tu as parlé avec Karl Chakour de la manière de planifier un trip. Et du coup, toi, c'est quoi ton approche à toi quand tu sais que tu vas partir, je sais pas, en Islande ou en Patagonie, etc. Comment tu fais pour rechercher les destinations? Est-ce que tu fais les trucs les plus obvious, mais par contre, tu vas avoir une approche différente sur le terrain ou, il prend un globe, il fait tourner. Australie. Et voilà, Euromillion. Alors, j'ai une approche qui peut surprendre, c'est que je suis assez pas très organisé de ce côté-là. En fait, je vais avoir quelques éléments, je vais regarder je vais essayer de faire un mix. En fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les guides de voyage, ils vont te montrer des trucs que si tu es tourné que photo, en fait, tu vas peut-être pas voir, en fait. Tu vois. Oui. Et je pense que quand tu mixes un petit peu les meilleures photos d'un pays avec les guides, les trucs les must, plus les trucs, si tu arrives à trouver des blogs qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, tu peux trouver des choses vachement intéressantes. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est trouver un ou deux lieux qui vraiment me sautent aux yeux et me dire, OK, j'ai vraiment envie d'aller là, et de garder un petit peu le reste ouvert. J'ai des potes, eux, ils vont faire une shot list. Ils vont littéralement je veux avoir la montgolfière à cet endroit-là. Au coucher de soleil, je veux avoir ça au lever de soleil. Je veux avoir ça parce que j'ai vu cette photo sur Insta, tu vois. Ouais. Et ils vont faire leur sélection Insta, en gros, des photos. C'est fou comment il y a énormément de gens, même en dehors du monde de la photo, qui voyagent maintenant grâce à Insta, qui voient des images, qui voient 15 fois la même photo, la même photo du même endroit, et qui du coup voyagent en fonction des... Ça porte un nom, je crois, genre le Insta Traveling ou un truc comme ça. Je sais que ceux qui font du drone, des fois, ils cherchent directement sur Maps et ils se disent, tiens, ça c'est beau, depuis une vue satellite. Ça, je l'ai fait pas mal. Je veux le faire. Ah ouais, tu l'as fait aussi. Ouais. Donc mais sur Insta, tu peux trouver plein de trucs. Après, c'est des comptes voyage intéressants. Après, j'essaye de le faire un peu, mais pas trop, parce que tu te retrouves vite finalement avec les mêmes photos. Quoi. Et moi, ça perd un petit peu du côté magique. C'est clair. Et t'as pas forcément l'idée en tête de ta photo, genre ce lieu, je veux le photographier de telle manière. Il y a certains lieux, oui. Ok, donc t'as vraiment le tableau dans ta tête. Il y a certains lieux, tu l'imagines et tu te dis, ok, ce serait trop bien. Ou alors tu passes devant et tu sais que cet endroit, ça va être fou demain matin avec telle lumière, etc. Okay. Donc, tu t'imagines un petit peu, je veux une silhouette ici. Ouais, mais j'ai des potes, ils sont beaucoup plus poussés là-dedans. Genre, ils sont vraiment... Comme Karl Chakour, il est vraiment organisé de ce côté-là. Karl Chakour qui disait quand même qu'il prévoyait tout jusqu'à sa tenue qu'il allait mettre sur place, qui était dans sa valise. Et il prévoyait son humeur. Je serais de bonne humeur. Petit sourire, mais pas trop. Il disait qu'il prévoyait un pull parce qu'il savait qu'il voulait son pull blanc sur cette roche noire, etc. Je trouve ça fou, quoi. Enfin, non, c'est bien. C'est vraiment un aspect un petit peu shoot conceptuel, en fait, tu vois, où tu vas préparer tes concepts, etc. Moi, je pense que j'ai un peu l'approche plus hybride, street travel, où j'essaie de garder les choses. Un petit peu plus. Donc, t'as pas mal d'idées qui pop sur le moment, quoi. Voilà. Après, moi, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Mais il y a des moments, surtout si je suis en shoot pro, c'est beaucoup mieux de planifier, tu vois, et de se dire. Bien sûr. Quand on était dans le Pacifique Nord-Ouest, on avait ça. Avec les vannes, on était. Le van, ok, on va l'emmener là. En plus, c'était un client, donc peut-être que tu as une approche. Et encore, on avait 8 jours avec le van, je crois, donc on avait de la flexibilité. On a pu aller regarder des spots avant de le faire. Mais tu vois, on avait organisé une modèle qui était un mannequin, qui était venue avec nous pendant 24 heures en gros. Et puis, on avait organisé toutes les photos qu'on voulait à ce moment-là. Et donc, ça, c'était prévu parce qu'il y avait une carte. Voilà. Et puis, on savait qu'il y avait moi, je savais qu'il y avait une forêt et de la mousse partout. J'ai un pote. Et puis, en général, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est de demander à des gens qui connaissent bien les endroits aussi. Tu leur demandes et eux, ils t'envoient leur Insta. Peut-être ils sont tout petits sur Insta et ils ont des spots de folie, tu vois. Parce que si tu demandes aux mecs qui sont gros, en général, les photos, tu vois,
Tout le monde les a vus, entre guillemets. D'accord. Donc toi, tu cherches le spot un peu décalé. Mais Comme, si possible. Après, il y a des spots, tu vas au Japon, qu'il a été shooté 1 million de fois ou pas, c'est toujours tellement magique que tu as envie de le prendre en photo, quoi. C'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup ça, genre les 100 spots. Celui, il y en a un, c'est un coin de rue, je me rappelle, avec un bâtiment sur 2 étages, on le voit partout, celui-là. Et alors, je sais pas en Asie, je sais pas dans quel pays, mais tu sais, avec les bâtiments qui montent très haut et tu vois l'avion qui passe entre les deux. Ouais, avec t'as l'avion photoshopé. Tous les balcons. Ouais, l'avion photoshopé. Il est vraiment bien aligné tous les jours, cet avion. Parce que le pilote s'arrête, il sait qu'il y a des photographes, du coup il s'arrête en stationnaire. Et puis il y a 2 oiseaux de chaque côté en même temps. Un petit flair sur le côté. Subtil, Je vais sortir un petit livre. Tintin, le livre d'or. On a un livre d'or. Exactement. Tu peux dessiner, mettre et nous écrire quelque chose, ce que tu veux, pendant que tu réfléchis à des recommandations. Je vais te proposer maintenant qu'on s'échange des recommandations, des artistes qu'on suit, qu'on aime. Ça peut être... Max recommande souvent des séries ou des films, il est très série. Je suis très Netflix en ce moment. Voilà, donc des choses que tu aimes, de la musique, ce qui t'inspire et ce que tu aimes. Voilà. Donc, je fais lequel? D'abord les recos ou d'abord le dessin? Pendant que tu nous fais une petite dédicace, je vais demander à Max s'il a des recos. Moi, j'avais des comptes de portraits à recommander, j'en ai plusieurs. Là, je vais en donner un seul parce que je crois qu'il est parisien. Donc un portraitiste. Un portraitiste qui s'appelle Sam Visions. Super ce qu'il fait, j'adore le traitement des couleurs. J'adore j'adore les poses. En fait, souvent en ce moment, comme moi je fais de la photo de portrait, je suis en train de me renseigner sur les poses intéressantes qui peuvent être des poses dynamiques de mannequins, de modèles, etc. Et du coup, je suis pas mal de portraitistes et je me dis tiens, j'ai une petite case là dans mon Instagram où je me dis tiens, toutes les poses intéressantes je les mets là. Et Sam Visions en fait partie. Moi, je vais recommander qu'une seule personne que Sébastien, qui est au-dessus du cuicui, ici, là où on est, qui doit être par là, m'avait montré. C'est un compte, alors c'est Jaybird Films. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Qui fait des plans au drone. Des plans au drone en FPV. Et donc, du coup, du drone FPV, donc très, très cinématographique. Et tout est chorégraphié, c'est incroyable. Il rentre dans un bowling, dans les rouages, dans les machines de bowling. Enfin, ça... Tu me l'avais montré la dernière fois, avec le drone qui rentre vraiment dans le mécanisme. Et puis dans un centre commercial avec des joueurs de hockey, avec des manèges. Enfin, voilà, ceux qui nous regardent avec la vidéo auront quelques extraits. Et sinon, il faut aller voir Jaybird Films. Trop bien. C'est incroyable, ça fait rêver. Ça me donne bien envie de voir. Parce que j'en vois souvent qui ne sont pas chorégraphés, tu vois, qui sont un petit peu... Comment on va dire, le mec qui suit le train, qui passe 6 fois sous le train. Non, là pour le coup, tu vois vraiment dans le centre commercial avec les joueurs de hockey. Trop bien. Et tous les plans. Tu sens que c'est chorégraphié à la seconde et qu'il y a dû en avoir des prises, quoi. Ouais, et des petits crash. T'as des recos, toi, à nous proposer? Ouais, j'en ai plusieurs. Il y a Renan Ostork, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Ok. Et en fait, il était récemment en Guyane pour Nat Geo. Et ils ont shooté, ils étaient dans la jungle. Il devait en fait. Il est parti. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Arnold, le mec qui a fait Free Solo. Ouais, voilà. Free Solo. Ah, oui. J'adore ce mec. Sa personnalité est complètement folle. C'est un dingue. Ouais. Et du coup, ils sont partis avec lui, Renan, sa femme Renan, qui l'aide dans la production, et puis deux, trois autres mecs pour filmer. Ils sont partis rejoindre une tribu au milieu de la jungle. Je crois qu'ils ont mis genre 7 jours pour arriver à l'endroit après multiples canoës, rivières, etc. Et après, ils ont passé, je crois, 2 mois ou 1 mois là-bas. Et en fait, ils devaient escalader un haut plateau. Je sais pas, il y a une énorme, comment on appelle ça, montagne. En fait, qui sort au milieu de la jungle, tu vois, genre le truc de science-fiction. Et en fait, ils ont dû escalader tout en haut pour retrouver genre la grenouille endémique qui est perdue. Et en fait, les behind the scenes, ce qu'ils partagent sur le comment on appelle ça, sur le compte Insta, c'est juste fou, quoi. Tu les vois en train de galérer, mais c'est un peu comme ton Planet Earth behind the scenes. Mais genre, c'est sur Insta et t'as le mec en réel, quoi. Ah, super. C'était fou. Et les surtout s'ils ont mis 7 jours à atteindre le truc. Ouais. Et puis là, ils ont fait un petit reel, enfin, une petite vidéo de 5 minutes, parce qu'il est ambassadeur Sony. Du coup, ils ont fait un petit truc en disant qu'ils utilisent le Sony A1 et qu'ils sont trop contents, quoi, qu'il a plongé plusieurs fois dans l'eau et que ça marche toujours. Ok, donc ce sera ta recommandation. Promo. Ouais. C'est cool. Et puis j'ai l'impression que les coulisses plaisent beaucoup. On a parlé des photographes de plateau, on a parlé de Our Planet, on a parlé de beaucoup de choses. Et en fait, tu te rends compte que les gens aiment bien voir bah ouais, carrément. ce qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, Jimmy Chin aussi, que je recommande grandement pour ses longs métrages et puis pour sa photographie aussi. Ok. Pote de Renan, ils ont shooté ensemble, très grand alpiniste aussi. Chris Burka, toujours une bonne inspo à voir. Juste un mec super sympa dans la vraie vie. Tous les liens vont s'afficher. Que j'ai rencontré plusieurs fois, juste super sympa. Tout s'affiche, tout ce dont on a parlé même est dans la description. Et voilà, comme ça il faut aller fouiller, il faut aller checker. Ouais, il y a qui d'autre? C'est à peu près ce que je recommande en général. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, c'est le moment où tu nous dis où on te retrouve, où t'es sur Insta, t'es sur YouTube. Bientôt sur YouTube. Non, Bientôt sur YouTube. Coming soon. T'as une chaîne française, une chaîne anglaise. Vas-y, c'est le moment où tu nous expliques. Si tu tapes Pierre T. Lambert, tu vas trouver les 2 chaînes en fait sur YouTube. Tu tapes dans le moteur de recherche Pierre T. Lambert. Sinon, tu tapes Pierre T. Lambert sur Google. Donc, et c'est tu trouveras Pierre T. Lambert et Pierre T. Pierre Lambert. espace T et espace Lambert. Et puis si tu mets FR, tu trouveras la chaîne française. Yes. Insta, c'est Pierre T. Lambert tout attaché. Twitter, TikTok, tout ça. TikTok aussi. Snapchat, non. Puis pierrettlambert.com, si tu veux des liens vers d'autres trucs ou en apprendre plus. Ma liste de matos aussi. Ta liste de matos, tes formations. La formation. Tes presets. Là où on peut trouver vraiment tout ce que tu fais. Voilà. Ouais, j'ai pas mal de choses à dispo. La formation qui n'est pas une formation classique, je tenais juste à le dire, c'est un peu plus comme un entraînement physique. C'est comme si tu voulais faire du sport et que tu as un entraîneur, il va t'entraîner en fait sur 30 jours. C'est un petit peu plus dans cet aspect-là. Du coaching. Ouais, en fait, tu as des vidéos tous les jours pendant 30 jours qui abordent différents sujets avec des exercices et c'est pas un truc que tu vas regarder en regardant 4 heures de vidéo tu vois, dans ton canapé, quoi. Pierre, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Non, franchement, bien. Merci de m'avoir. Hyper agréable de discuter un petit peu autour de la photo. On était très contents. Et puis, on va disparaître un peu, nous aussi, parce que cet été... Donc là, c'est l'épisode de juillet, qu'on tourne en juin. On va disparaître un petit peu cet été parce qu'on va être actif. On va être ici au studio, mais on va tourner une grande partie de l'été. On fait une résidence ici au studio. On sera actif sur Instagram, Twitter, mais pas sur YouTube. En tout cas, c'était super. On était très contents de t'avoir avec nous. J'espère que les gens ont autant apprécié, qu'ils vont pouvoir liker, commenter, nous dire ce qu'ils en ont pensé. Moi, j'étais super content. Je trouve qu'on a parlé de voyage. N'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne. Et à la sienne. Pour les que vous trouverez facilement. Donc très content de t'avoir invité ici, très content d'avoir parlé de tes voyages qui sont tout frais dans ton esprit, quoi. C'est clair. On est les premiers, là je t'ai dit, on aurait pu shooter à l'aéroport. Ouais, franchement, vous auriez pu me récupérer avec la petite valise là. Pardon, le petit chariot, on aurait mis de la matos dessus. Là, tu mets la table sur le chariot, on se déplace dans l'aéroport en même temps. C'est comme les caméramans de cache investigation qui attendent les hommes politiques. Exactement. Les films, ils sont jet lagués, ils sont comme ça. Bon, super. Non, c'était top. Merci beaucoup. On invite les gens à suivre ce que tu fais, à aller voir ton site avec tes presets, tes formations dont tu as parlé et tout ça. Il faut aller voir, il faut aller cliquer. Et puis il y a du lourd qui arrive, puisque au moment où on tourne, c'est pas encore sorti, mais il y a toute la Tanzanie qui arrive. Et puis les voyages à venir. Yes. Merci beaucoup à vous. Merci à Julie à la technique. Ciao. Ciao, à bientôt. Merci à tous. C'était Paroles d'Images.